Bonjour, bonsoir. J'espère que nous en forme. Donc, nous allons poursuivre avec le cours de chimie organique 1. Nous allons parler aujourd'hui de l'activité optique et nous allons voir de nouvelles notions dans la suite du cours. Donc, la semaine dernière, nous avons bien fait la différence entre énantiomère et diastéréoisomère. OK, donc nous avons dit que les énantiomères sont des stéréoisomères, images l'un l'autre dans un miroir plan, mais non superposables. Donc, ces composés, on les appelle énantiomères. Maintenant, pour les diastéréoisomères, ce sont aussi des stéréoisomères qui ne sont ni images ni superposables. Voilà la différence entre stéréo-énantiomère et diastéréoisomère. Et nous avons pris des exemples. Nous avons pris des exemples. Donc, nous avons vu que le glucose, D-glucose et L-glucose sont des énantiomères, alors que si on considère D-glucose, D-galactose, donc ce sont des diastéréoisomères. Nous avons parlé également de la semaine dernière de la chiralité, qui est définie comme la propriété que possèdent certains objets, certaines molécules de ne pas être superposables à l'image miroir. Et nous avons vu également que les molécules chirales possèdent une activité optique, un pouvoir rotatoire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'activité optique et d'autres notions. Ici, on dit la plupart des énantiomères possèdent des propriétés physico-chimiques identiques, à l'exception de leur pouvoir rotatoire. Donc, c'est quoi le pouvoir rotatoire? Donc, c'est la capacité que possèdent les énantiomères purs de faire dévier le plan de la lumière polarisée. On a bien dit le plan de la lumière polarisée d'une valeur égale. Par exemple, si vous prenez D glucose, L glucose, bon, cet exemple ne correspond pas vraiment parce que glucose, c'est un cas particulier, c'est pas seulement glucose. Mais si nous prend par exemple D acide lactique, voilà un exemple. L acide lactique, est-ce que c'est ça? Oui, acide lactique. Acide lactique possède un carbone asymétrique, c'est CH3, CHOH, COOH. Donc, le carbone du milieu, CHOH, est lié à quatre groupes différents, c'est un carbone asymétrique. Donc, puisque acide lactique possède un carbone asymétrique, donc à partir de ce carbone asymétrique, on peut déterminer le nombre de stéréoisomères qu'il est capable de. Donc, la formule, je rappelle, c'est 2 exposant N étant égal le nombre de carbone asymétrique. Donc, N égale à 1 pour acide lactique. Donc, 2 exposant 1 égale à 2. Donc, c'est-à-dire pour acide lactique, donc on peut avoir deux stéréoisomères. Donc, L acide lactique et D acide lactique. L, D acide lactique sont des images miroirs. Mais ces molécules sont non superposables. Donc, c'est-à-dire que la structure de ces molécules représentées sur le crâne sont non superposables, donc ce sont des énantiomères. Donc, L, acide lactique, D, acide lactique, a dévié le plan de la lumière polarisée d'une valeur égale. Je ne me rappelle pas l'angle de déviation, mais on suppose que
D acide lactique a dévié le plan de la lumière polarisée de 60 degrés, mais L acide lactique a dévié de moins 60 degrés. Voilà, donc c'est la déviation, l'angle de déviation est égal pour les deux énantiomères, mais c'est dans le sens opposé. Donc, si un énantiomère dévié lumière polarisée à droite, mais l'autre là a dévié à gauche, mais avec le même angle de déviation, 50 degrés moins 50. OK, vous êtes là? Vous comprenez? Donc, 30 degrés moins 30. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, le pouvoir rotatoire. Donc, on dit que ces molécules qui ont cette capacité de dévier le plan de la lumière polarisée, on dit qu'elles sont optiquement actives ou ces molécules sont douées de pouvoir rotatoire. Maintenant, l'énantiomère qui fait tourner le plan de la lumière polarisée vers la droite est dit dextrogire. Notez petit d ou le signe positif entre parenthèses. Et puis nous avons l'autre énantiomère qui lui-même a fait dévier le plan de la lumière à gauche. Donc il est dit lévogire, lévogire, lévogire. Glucose, glucose est aussi appelé dextrose. Dextrose, pourquoi? C'est parce que le glucose est dextrogire. Bien entendu, D-glucose. Donc, L-glucose, je ne crois pas que c'est une molécule qui est naturelle, qui existe dans la nature, mais on peut au laboratoire et synthétiser cette molécule. Fructose s'appelle également lévulose. Pourquoi? C'est parce que fructose est lévogire. Donc, pour les molécules chirales, les molécules qui sont chirales, ces molécules sont douées de pouvoir rotatoire. Ces molécules sont capables de faire dévier le plan de la lumière polarisée, soit à gauche, soit à droite. Donc, les énantiomères, OK? Quand on dit énantiomère, donc il faut penser à deux molécules. Deux molécules qui sont des stéréoisomères, une image l'autre en miroir, mais une non superposable. Donc, l'un des énantiomères a dévié le plan de la lumière à gauche et l'autre a dévié le plan de la lumière à droite, mais angle de déviation la égal, sauf sens qui est différent. Maintenant, si vous avez dans une solution 50% d'un énantiomère et 50% de l'autre énantiomère, donc si 50%, 50-50, donc on cap dévier le plan de la lumière à droite d'un angle de 50 degrés. Et comme il y a la même concentration dans le milieu, donc les conditions expérimentales sont identiques pour les deux, mais l'autre énantiomère l'a dévié le plan de la lumière à gauche. Donc de moins 50. Donc si vous avez plus 50, moins 50, mais lorsque vous additionnez angle de déviation, la base est 0. Donc maintenant, ce mélange s'appelle mélange racémique. C'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. OK? Donc, les deux énantiomères sont en quantité équimolaire et par conséquent, il a dévié le plan de la lumière, par exemple, de moins 50 à gauche, l'autre l'a dévié de plus 50 à droite. Donc, puisqu'on a un mélange, il faut faire la somme, OK, des angles de déviation. Donc, là, nous fait plus 50 moins 50, ça base 0. Donc, le pouvoir rotatoire d'un mélange racémique, le pouvoir rotatoire d'un mélange racémique est nul, égal à 0.
Donc, comment on note-t-il? Eh bien, si pour un mélange dextrogir, nous notons plus, un mélange lévogir, nous notons moins, eh bien, pour un mélange avec un pouvoir rotatoire nul, donc, nous notons plus, moins. Donc, cela indique que, eh bien, il y a deux énantiomères, la même concentration, mais avec des pouvoirs rotatoires opposés, mais égales en valeur. OK, maintenant, nous poursuivons. Alors, cet appareil, c'est ce qu'on appelle le polarimètre. Donc, la mesure du pouvoir rotatoire d'une substance s'effectue à l'aide de cet appareil qu'on appelle polarimètre. Alors, qui ça qui constitue appareil ça? Il faut d'abord une source lumineuse, il faut de la lumière, c'est cette lumière qui va traverser la substance. Le plan, on parle de plan de la lumière polarisée, ok? Maintenant, il faut polariser la lumière de telle sorte que nous sommes capables de choisir un plan. Ensuite, il y a un appareil qui s'appelle prisme polarisateur. Donc, c'est cet appareil qui va permettre de choisir un plan de lumière. Et vous avez un tube qui contient l'échantillon à tester. Et vous avez à la sortie du rayon lumineux un prisme analyseur qui va permettre d'analyser l'angle de déviation et il y a un observateur qui est là pour constater, pour observer que l'angle est bien dévié. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la source lumineuse, donc vous avez plusieurs plans de lumière. Donc le polarisateur, donc va permettre de choisir un plan. Donc, ce plan de lumière va traverser la solution contenant la substance à analyser et au fur et à mesure que ce plan traverse le milieu, eh en interaction avec les molécules, le plan de lumière, ça, l'a dévié. Donc, déviation capable de faire à gauche, est capable de faire à droite. Maintenant, par rapport à plan originel, c'est-à-dire ça qui était commencé par rapport à sens plan ça. Donc, on va analyser, on va comparer le plan de la lumière avant d'entrer dans la substance. On va comparer également avec le plan de la lumière, leur sortie. Donc, maintenant, on va constater une déviation. Donc, si vous voyez ce trait, cette double flèche ici, voyez, c'est un plan de lumière qui est vertical. Et par contre, à la sortie, ce plan de lumière a subi des modifications, des rotations pendant qu'il traverse le tube à essai qui contient l'échantillon analysé. Mais à la sortie, on vous montre que le plan de lumière n'est plus vertical, mais le plan de lumière est oblique. Ok, le plan de lumière est oblique. Pourquoi? C'est parce que en interagissant avec les molécules dissoutes dans le milieu, donc plan de lumière là, les dévié. Donc maintenant, on peut mesurer la déviation par rapport à plan et de lumière qui était et commencé substance. Voilà et l'appareil qui permet de mesurer donc et là le pouvoir rotatoire d'une substance. Maintenant, chaque substance, chaque produit gagne en caractéristique, c'est une constante, en caractéristique qu'on appelle pouvoir rotatoire spécifique. C'est comme une carte d'identité. C'est comme une carte d'identité. Donc, chaque substance, et d'ailleurs, si vous allez à la fin d'un ouvrage de physique, de chimie,
il se peut que vous trouviez donc une table dans laquelle on enseigne sur les différents pouvoirs rotatoires de beaucoup de molécules. OK? Donc, le pouvoir rotatoire est spécifique à une molécule. Le pouvoir rotatoire est déterminé dans les mêmes conditions pour toutes les molécules. OK? On a déterminé, c'est expérimental. OK? C'est expérimental. Donc, on a déterminé le pouvoir rotatoire spécifique pour toutes les molécules dans les mêmes conditions. Dans des conditions standards. OK? Dans des conditions standards. Et c'est pourquoi on parle de pouvoir rotatoire spécifique. Donc, on dit pour chacun des deux énantiomères d'une molécule chirale, qu'est-ce qu'on fait? On définit un pouvoir rotatoire spécifique, alpha, qui dépend de quoi? Dépend de la température et de la longueur d'onde de la lumière, donnée par la loi de Biot. OK? Donc, c'est alpha, dépendant de T et de la longueur d'onde de la lumière, sur, alors alpha entre crochets, sur alpha, le plan de lumière, la déviation, angle de déviation de la lumière, sur L, et puis par C, fois C. On vous dit, et on vous donne la signification de ces lettres. Alpha, c'est angle de rotation optique observé. Angle de rotation optique observé. L, longueur d'onde de la cuve ou bien du tube contenant la solution en décimètres. OK? Et puis, vous avez C, c'est la concentration de la solution en grammes par millilitre, qui est la température en degrés Celsius, et puis lambda, qui c'est longueur d'onde de la lumière incidente. Donc, le pouvoir rotatoire spécifique, je le répète, est déterminé dans les mêmes conditions pour toutes les substances. Donc, le pouvoir rotatoire spécifique est une grandeur caractéristique de la molécule chirale. Donc, une grandeur caractéristique de la molécule chirale. Donc, le pouvoir rotatoire spécifique ne change pas puisque il doit être déterminé dans des conditions standards. Mais par contre, l'angle de rotation observé pour une molécule quelconque, ça dépend des conditions expérimentales. Ça peut varier, okay, d'une expérience à une autre, tout simplement parce que les conditions expérimentales ne sont pas les mêmes. Donc, ça concerne alpha, qui c'est l'angle de rotation optique observé. Par exemple, la longueur de la cuve. Si vous faites et si vous voulez observer, si vous prenez une même molécule, donc vous faites l'expérience avec deux cuves de longueur différentes, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats. OK? Donc, ça, c'est les conditions expérimentales. Mais quant au pouvoir rotatoire spécifique, donc le pouvoir rotatoire spécifique doit être déterminé, parce que c'est déjà fait. On a déjà déterminé pour la plupart des substances et on a regroupé toutes ces données dans une table ou encore dans un tableau. OK, donc nous poursuivons. OK, donc là, on revient à énantiomérie. Donc, on va parler en détail maintenant de l'énantiomérie. L'énantiomérie, c'est la relation qui existe entre des énantiomères. OK? Tout comme l'isomérie. OK? Donc, c'est la relation qui existe entre des molécules qui possèdent la même formule brute, mais des fonctions différentes ou encore des chaînes, des structures différentes.
Ouais, donc l'énantiomérie, l'isomérie, c'est la relation. Donc les énantiomères possèdent des propriétés chimiques identiques vis-à-vis d'un réactif non chiral. OK? Si vous avez, par exemple, deux énantiomères pour faire réagir avec une molécule, la même molécule, mais cette molécule est non chirale, non chirale, donc vous allez voir que donc, ces énantiomères manifestent des propriétés identiques. Donc, des propriétés identiques. Par contre, vis-à-vis d'un récepteur chiral, maintenant, si on prend énantiomère ça, on mette vis-à-vis de l'autre molécule les mêmes qui chirale, mais à ce moment, leur réactivité peut être très différente. Alors, je reprends pour vous. Dans un premier cas, les énantiomères, chacun des énantiomères réagit avec une molécule chirale. OK? Donc, là, les propriétés chimiques des énantiomères donc, vont être identiques. Mais si les énantiomères, chacun des énantiomères réagit avec une molécule achirale à ce moment, donc, on peut observer des différences dans leur réactivité. Donc, cela induit des propriétés biologiques très différentes, voire opposées. On a dit entre parenthèses, une chaussure droite distingue un pied droit d'un pied gauche, alors qu'une chaussette ne le fait pas. OK? En fait, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que quand vous avez une molécule qui est chirale, mais cette molécule a une configuration bien spécifique. Et cette configuration donne une certaine spécificité à cette molécule qui fait que cette molécule, en fonction de la molécule qui est en face, donc elle peut manifester des, des, des activités biologiques différentes. Si vous prenez un récepteur, on prend un récepteur par exemple, quand on parle de récepteur, c'est par exemple, je vais me limiter à la membrane plasmique. Vous avez certainement un cours de biologie cellulaire, donc vous allez voir de quoi je parle. La membrane plasmique, des cellules sur la face extracellulaire possèdent des récepteurs. Donc, il y a des messagers, des molécules, par exemple, des hormones qui arrivent et sur la face extérieure de la cellule. Ces hormones ne pénètrent pas dans la cellule, mais ces hormones vont être liées à un récepteur et suite à cette liaison, suite à cette interaction, donc il va y avoir déclenchement d'une cascade de réactions jusqu'à donner la réponse au message apporté par cette hormone. Donc maintenant, si vous prenez deux énantiomères et puis avec le même récepteur, donc ça peut arriver que l'un des énantiomères réagit avec le récepteur et manifeste une propriété qui est favorable à l'organisme, qui est bénéfique à l'organisme. Mais par contre, l'autre énantiomère, en se fixant sur le même récepteur, eh bien, vous avez comme réponse une toxicité. OK? Vous avez comme réponse un effet néfaste, délétère. Donc, les énantiomères, face à un
récepteurs chirales face à une molécule chirale, peuvent avoir des propriétés biologiques différentes. Vous allez voir que certains médicaments, je vais prendre l'exemple avec vous, je pense que c'est là, voilà le tableau. Vous allez comprendre très bien. Vous connaissez tous ibuprofène. Ibuprofène possède un carbone asymétrique. Est-ce que là? Voilà. Voici ibuprofène. Ibuprofène possède un carbone asymétrique. Voici le carbone asymétrique. Là, vous voyez la structure tridimensionnelle avec les liaisons en arrière et en avant du plan. Donc, vous voyez, on a bien pris le soin de mettre des liaisons en avant et en arrière du plan. Ici, c'est crâne, représentation du crâne. C'est parce que là, il y a un carbone asymétrique. Donc, l'ibuprofène possède un carbone asymétrique, mais puisque cette molécule possède un carbone asymétrique, eh bien, si on applique la formule de exposant N, N étant le nombre de carbone asymétrique, donc on a gagné 2 exposant 1, cap by 2, cela veut dire que pour l'ibuprofène, on a 2 stéréoisomères. Donc, on a gagné yon se image l'autre, ce sont des énantiomères, yon se image l'autre dans un miroir, mais non superposés, non superposables. Donc, ce sont des énantiomères, sauf que yon relais R. Dans la suite, on verra c'est quoi R, c'est quoi S. Et puis l'autre est dénommé S. Vous voyez, S, ibuprofène, et puis R, ibuprofène. Donc, c'est même formule brute, même formule semi-développée, ok, mais quand on passe à la structure tridimensionnelle, donc on a constaté que les groupements qui sont liés au carbone asymétrique ne sont pas orientés de la même façon dans l'espace. Donc, ça fait que nous avons deux stéréoisomères, deux énantiomères, S-ibuprofène et R-ibuprofène. Et maintenant, là où prend S-ibuprofène, et bien, qui ça le fait? Il calme douleur, il calme inflammation. Donc, c'est un analgésique et un anti-inflammatoire. Là, on prend ibuprofène, S-ibuprofène. S-ibuprofène a lié avec un récepteur dans le corps. Mais lié avec le récepteur ça, et il produit un effet analgésique et anti-inflammatoire. Mais quand nous prenons R-ibuprofène, mais lui-même, il n'a pas gagné aucun effet thérapeutique dans l'organisme. Il n'a pas gagné aucun effet thérapeutique dans l'organisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que les énantiomères sont capables de gagner des propriétés biologiques différentes, même si y aurait les énantiomères, même si c'est même formule semi-développée, il y a une image l'autre, ok? Mais il n'a pas gagné sous carbone asymétrique, yo atome yo pas disposé de la même façon dans l'espace. Donc, ça fait que yo pas interagi de la même manière avec les récepteurs. OK? Est-ce que vous comprenez? Donc, yo pas réagi de la même manière avec les récepteurs. Donc, R, ibuprofène, S, ibuprofène, gen yon côté yo différent. Sur le carbone asymétrique, les atomes ne sont pas disposés de la même façon. Et cette disposition différente fait que deux molécules ne vont pas réagir de la même façon avec un récepteur chiral. Donc, avec le récepteur chiral, S-ibuprofène est analgésique anti-inflammatoire, alors que R-ibuprofène est inactif. Et là, nous avons cette chance que c'est inactif, mais dans certains cas, c'est un poison même. An gade pour nous qui est ce poison là, ou bien qui est toxique, an gade par exemple thalidomide. Thalidomide, c'est un composé qui possède un carbone asymétrique. Ah, mais s'il y a un carbone asymétrique,
La gen yon enantiomer, la gen deux stéréoisomères. Ces deux stéréoisomères sont des enantiomères. Maintenant, gen yon enantiomer R, gen yon enantiomer S. Je rappelle que dans la suite du cours, donc vous comprendrez c'est quoi R et S. Donc ne vous inquiétez pas, nous pouvons arriver sur ça. Mais sauf que sachez que donc sous gen deux stéréoisomères, deux enantiomères, donc il y en a R et l'autre là S. Maintenant, R là, c'est un sédatif. Et puis S est toxique, tératogène. Cela veut dire que sous par conformance cette thalidomide, S, thalidomide S, et même femme enceinte ça a fait naissance, a bail naissance à des enfants qui ont des maladies congénitales. C'est des maladies qui développent depuis l'enfant, en fait avec congénital, ouais, avec congénital. Donc, deux stéréoisomères et deux enantiomères, yo pas obligatoirement les mêmes propriétés. Éthambutol. Éthambutol, c'est un médicament utilisé dans la prise en charge de la tuberculose. Voyez que S-éthambutol, c'est le médicament, alors que R-éthambutol provoque la cécité. Pour qui ça? C'est parce que n'a pas réagi de la même façon avec ce récepteur éthambutol là, n'a pas réagi de la même façon. Et puis, dernier exemple, après ça, nous sommes capables d'explorer le tableau nous-mêmes, c'est L-Dopa. L-Dopa, c'est un médicament utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Mais il y a un carbone asymétrique, il y a une forme qui est R, il y a une forme qui est S. S là, est anti-parkinsonien, et puis R là, toxique. Est-ce que vous comprenez? Donc, deux énantiomères capables de gagner des propriétés biologiques différentes vis-à-vis d'un récepteur chiral. Mais vis-à-vis d'une molécule achirale, les propriétés sont identiques. Vis-à-vis d'une molécule achirale non chirale, les propriétés sont identiques. Et vis-à-vis d'une molécule chirale, par exemple, un récepteur, une enzyme, par exemple, et mes propriétés sont différentes. OK? Propriétés sont différentes. Propriétés sont différentes. Yon gen wa c'est un médicament et puis l'autre là c'est un poison. On prend un dernier exemple, limonène. Limonène. Dans limonène, nous lemon, citron. Mais molécule ça, li là, oui. Voilà, mais qu'est-ce qu'on dit? Le limonène est constitué de deux énantiomères qui sont utilisés dans l'industrie des parfums. Voyez, là, on a mis la petite étoile, l'astérisque. C'est pour dire que c'est un carbone asymétrique. Donc, s'il y a un seul carbone asymétrique, c'est-à-dire que pour cette molécule, on a deux stéréoisomères qui sont des énantiomères. RS. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Le R, limonène, possède une odeur d'orange, alors que le S, limonène, a une odeur de citron. C'est la même molécule, même formule brute, même formule semi-développée, sauf que au niveau du carbone asymétrique, les groupements ne sont pas disposés de la même manière dans l'espace. Donc ça, sur le plan biologique, il n'y a pas de conséquences. Si bien que R a une odeur, S a une odeur. R, c'est un médicament, S, c'est un poison. Donc, on a L-Dopa, un précurseur de la dopamine, utilisé comme traitement dans la maladie de Parkinson. Il existait sous deux formes. Et dans deux formes, non, c'est seulement l'énantiomère L
Ok, L qui gagne une activité thérapeutique. Donc, parfois, on parle de D, DOPA, ou bien L, ok? Donc, D ou bien L. Donc, D, c'est R, ok? D, c'est R, L, c'est S. Donc, c'est S là, L là, oui, L ou bien S là qui est ces agents anti-parkinsoniens, alors que l'autre, c'est une molécule toxique. Ok? Donc, ici, c'est thalidomide. Thalidomide, nous te well, lié au carbone asymétrique. Et vous voyez bien, là où se trouve le carbone asymétrique, côté nous, il y a une liaison en arrière du plan, en avant du plan, c'est là le carbone asymétrique. Donc, ici, c'est la molécule qui est à gauche, c'est R-thalidomide, et la molécule qui est à droite, c'est S-thalidomide. Et dans le tableau, on a dit que R est sédatif, S est tératogène. Ok, nous retournons, nous retournons dans slide ça. Je dis que pour qu'une molécule ait un effet biologique, elle doit interagir avec un site récepteur particulier dans l'organisme. Là, on prend un médicament où est fait mal la passé, c'est pas, c'est pas par Bluetooth, il réagit, mais c'est il entrer en contact avec des récepteurs, des enzymes, des molécules, en formant des interactions avec ces molécules. Et ces interactions, ça qui parle une réponse à un problème qu'on gagne. Donc, récepteur, ça est capable des récepteurs membranaires, est capable des enzymes, est capable des ADN. Les systèmes biologiques récepteurs sont eux-mêmes chiro. Donc, les récepteurs, molécules qui n'ont connu, c'est des molécules pour la plupart qui sont chirales. Parce que ils sont constitués de molécules chirales, les acides aminés par exemple. Donc, ils interagissent différemment avec les deux énantiomères d'une molécule chirale externe. Donc, les deux énantiomères n'ont pas la même réaction vis-à-vis d'un récepteur chiral. La forme du site récepteur est telle que seule une molécule présente une forme complémentaire peut s'adapter correctement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Nous gagnons deux énantiomères, ok, deux énantiomères, et puis la molécule, c'est molécule dans ces structures ça qui a un boule bleu, noir, vert, rouge. Donc deux énantiomères, c'est deux images, une non superposable par rapport à l'autre, mais vous avez cette boîte en bleu qui représente un récepteur. C'est-à-dire récepteur là, on a dit c'est une enzyme. Donc enzyme c'est comme si on a dit lié en forme qui est complémentaire avec molécule là. Et mais qu'est-ce qu'on voit? À gauche, nous voyons que trois groupements sérieux, noir, bleu, vert, les adaptés pour cette énantiomère. Donc, les entrer dans le site actif récepteur là parce que les groupements sont complémentaires. Maintenant, si on considère l'autre énantiomère, donc nous avons différence entre deux énantiomères, c'est que la disposition des atomes dans l'espace sont différentes. Pour deux énantiomères, on va gagner des dispositions spatiales différentes de leur groupement. Maintenant, en aller, donc là, on prend l'autre énantiomère là, on met en présence de même enzyme avec les trois sites, il y a un qui est elliptique, il y a un qui est circulaire, et puis il y a un qui conforme un fiole, mais qui sont remarqués. Vous remarquez que il y a un groupement qui pas tombé dans un site qui correspond à elle. Donc, le fait que les molécules ça dans le ça pas adapté à forme enzyme,
mais ça est capable de créer des problèmes. Le plus souvent, l'action pharmacologique des médicaments n'est portée que par un seul des énantiomères. Le second, dans le meilleur des cas, se révèle inactif, mais il peut arriver qu'il ait une activité thérapeutique complémentaire différente de celle de l'autre. Donc, les capables sont poison, capable inactif, il est capable de gagner l'autre saveur, par exemple, asparagine R, saveur sucrée, asparagine S, saveur amère, il est capable de gagner odeur capable différent. Est-ce que vous comprenez? Donc, les énantiomères n'ont pas les mêmes propriétés biologiques vis-à-vis d'un récepteur chiral. Voilà. Donc là, c'était pour vous expliquer les propriétés biologiques des récepteurs. Propriétés biologiques des récepteurs. Donc, on s'arrête ici. Je vous enverrai une autre vidéo au cours de cette semaine. Donc, j'espère que donc, vous aurez des questions. Donc, les questions, ça va dans la dans la rubrique commentaires qui est en bas vidéo, ça que nous allons regarder là.